Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre présence pour ce webinaire que nous co-animons CJD Web Mécanique. On va attendre juste une petite minute complémentaire pour les retardataires et on va démarrer. Est-ce que Sylvain, pour meubler une première minute, tu veux raconter quelle est l'actualité chez CJD peut-être ou... Eh ben, écoute, avec plaisir, Norman. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Cegid, parce que ça peut quand même peut-être Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, on est éditeur de solutions SaaS à destination des entreprises sur divers secteurs d'activité. Bien implanté en France, on a on va dire une forte implantation bien sûr sur le territoire français, mais on se développe aussi beaucoup à l'international et là, justement, avec toute cette croissance externe qu'on a, on vient d'accueillir toutes nos équipes sur des nouveaux locaux à Paris. Donc, nous, on est une société, on a le siège social à Lyon. On a aussi une très beau locaux à Paris. Donc, on est ravis de pouvoir accueillir plein d'équipes qui viennent aussi vraiment s'intégrer dans une stratégie de synergie de groupe. Donc, c'est ce qui est évidemment bénéfique pour le marché, pour les clients, parce qu'on a plein de belles têtes pensantes, plein de cerveaux qui se rassemblent. Et c'est une excellente nouvelle et on est très content de pouvoir créer ces synergies-là. Et ça concerne aussi derrière les synergies qu'on va avoir avec aussi des partenaires comme vous, Web Mécanique, parce que derrière, on se connecte toujours plus facilement, on peut se voir aussi plus facilement. Donc il y a une vraie proximité et on va dire culturelle, technologique, mais aussi une vraie proximité géographique et ça c'est toujours top. Super, merci. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer. Donc, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va parler CRM et marketing automation, puisque, comme expliqué justement Sylvain, Cegid a une vraie expertise et une vraie reconnaissance sur le marché, sur le sujet du CRM et de l'ERP en général. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment, en faisant travailler ces deux outils ensemble, on va pouvoir augmenter la conversion des leads, donc de la génération de nouvelles opportunités et sa conversion. Donc pour ma part, je suis Norman Pracht, je suis le directeur général de Web Mécanique et Sylvain m'accompagne aujourd'hui pour représenter Cegid. Absolument, oui. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis directeur marketing de l'activité finance, donc toutes les solutions Cegid qui s'adressent aux directions financières. Comme tu l'as dit, Norman, ça passe de l'ERP, mais on fait pas que ça. Il y en a beaucoup d'autres choses. On a toutes les solutions de gestion de la trésorerie, de la communication bancaire, de tout ce qui va concerner aussi la fiscalité de l'entreprise, les notes de frais. J'en passe et des meilleurs. Donc, on a quand même, on va dire, un vaste réseau de solutions qui permettent justement de répondre à un grand nombre de demandes avec le marché. Et puis quand on les a pas, on a des partenariats comme avec Web Mécanique. Justement, on va chercher cette expertise-là qui permet vraiment d'aller chercher ce qu'on appelle le best of breed, c'est-à-dire les marchés de niche, mais sur lesquels nous, on arrive à connecter nos solutions pour avoir le meilleur des deux mondes, tout simplement. Parfait. Le sommaire qui nous attend aujourd'hui, donc d'abord, on va avoir une introduction un peu sur ces notions-là, celles qu'on a évoquées, qui sont le titre de ce webinaire. Donc ça, je laisserai la main à Sylvain, qui enchaînera sur comment travailler justement à la définition d'une stratégie commerce et marketing, donc ensemble, on a un terme pour ça. Ensuite, l'idée, c'est de transposer un peu ces principes et ces mécaniques à travers des exemples très, très concrets de qu'est-ce qu'on peut faire dans un outil de marketing automation, donc dans des opérations de marketing pour déployer tout ça, avec un objectif toujours commercial. Et suite à ces illustrations assez concrètes, quelques points importants, des questions à vous poser avant de démarrer. Est-ce que vous arriverez à mettre ce genre de choses en place? Il y a quelques critères et quelques prérequis à valider. Et enfin, on démarrera une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez dès lors commencer à soumettre vos questions si vous le souhaitez. Vous avez en bas à droite, on utilise la plateforme Livestorm. Donc, en bas à droite, une zone pour poser vos questions, ce qui nous permettra d'y répondre facilement par la suite. Et vous avez également un petit onglet en bas à droite, sondage. Vous verrez, on vous posera des sondages, des questions au fur et à mesure du webinaire, de manière à pouvoir, nous, comprendre, vous, dans l'audience, quelle est votre situation actuellement, et de la même manière, parce qu'on vous partagera les résultats, vous pourrez vous-même vous situer par rapport à d'autres et répondre à ces questions. Allons-y, introduction, je te donne la main, Sylvain. Ouais, super, merci Norman. Ces deux notions-là.
Alors, c'est vrai que on est obligé de repartir, faire un petit peu de contexte pour pouvoir se dire aussi, ok, c'est bien joli de vouloir automatiser, de connecter les outils, mais pourquoi on se pose cette question-là et pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Et c'est vrai que c'est la question qu'on s'est posée avec Norman. On s'est dit, on doit repartir de la base. Et certes, je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui, on a un parcours client qui a complètement changé en l'espace de quelques années. Aujourd'hui, on sait qu'un acheteur va réaliser à peu près la moitié de son parcours, justement, avant d'entrer en contact avec un interlocuteur ou une interlocutrice commerciale. Ce qui fait que on ne peut plus avoir la même démarche commerciale qu'auparavant, et surtout on doit accepter à un moment donné qu'il y ait justement cette liberté via les réseaux sociaux, via des articles de blog, des enquêtes, des études, des événements, des webinars. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui font en fait que il y a un petit peu ce monde impalpable du lead, du prospect, qui va vivre sa vie et qui fait que au final, au bout du compte, l'acheteur manifeste assez peu d'intérêt dans les premières étapes du funnel parce qu'il préfère gagner en autonomie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un changement d'approche d'un point de vue des équipes commerciales, mais surtout, il y a un changement de responsabilité et une complémentarité qui va venir de la part du marketing, puisque le marketing, justement, va devoir accompagner ces acheteurs en les nourrissant. Alors souvent, on entend parler aussi de nurturing, en les nurturant, et c'est là que rentrent en considération les outils de marketing automation. Mais ça ne suffira pas. Ça, c'est une première étape, parce que nurturer un lead pour pouvoir le faire maturer, pour qu'il arrive jusqu'à l'acte d'achat, c'est une chose. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est connecter ces outils-là pour pouvoir ensuite alimenter le CRM sur ce qu'on va pouvoir appeler des moments intéressants, commercialement parlant, qui vont venir justement enrichir les données du lead à destination des équipes commerciales. Donc, c'est une démarche qui est capitale et qui est clé, et surtout, non seulement elle est qualitative parce que ça va faire mieux travailler les équipes ensemble, mais en plus, il y a des chiffres à l'appui. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui les chiffres que vous avez à l'écran, Salesforce qui a sorti une analyse, donc Salesforce, bien évidemment, la référence en termes de CRM au niveau mondial, sur le marché, qui dit que aujourd'hui, les entreprises qui ont mis en place des stratégies de nurturing avec des outils de marketing automation génèrent en moyenne 50% de leads qualifiés, et j'insiste sur le qualifié, parce que c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a du lead qui est qualitatif. Donc 50% de plus que leurs petits concurrents qui ne le feraient pas. Et en plus de ça, double effet qui se coule, parce que c'est quand même bien en plus de ça, ils réduisent de 33% le coût d'acquisition de ces leads-là. Donc ça veut dire que plus de volume, un coût qui est à la baisse, vous avez votre CAC, donc le coût d'acquisition justement du lead, qui va évidemment complètement baisser. Et ça, c'est un élément qui justifie le fait que quand les équipes commerciales et les équipes marketing sont étroitement alignées à la fois dans leur process management, mais aussi dans leurs outils, en fait, les entreprises qui ont mis en place vraiment une démarche dans ce sens-là voient leur chiffre d'affaires augmenter d'une année sur l'autre à peu près de 20%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Cégide. Ces chiffres-là, on les garde pour nous, désolé, mais en tout cas, c'est une étude d'Aberdeen Group qui le ressort. Donc, il y a quand même une vraie démarche et un vrai intérêt à aller sur cette approche de synchronisation du marketing automation et du CRM. Ensuite, au niveau du fonctionnement, pourquoi ils doivent fonctionner ensemble et comment ils doivent fonctionner ensemble, même si ces deux outils sont vraiment différents, ils sont très complémentaires dans la mesure où ils vont aider à maximiser tout le parcours de vente, justement, que vous avez de votre client, votre parcours d'achat, et donc automatiquement à optimiser aussi l'efficacité à la fois de vos équipes marketing, mais aussi de vos équipes commerciales. Et au final, lorsque le CRM et l'automatisation du marketing sont correctement mises en œuvre, et on verra tout à l'heure par quoi on va passer, en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir plus facilement suivre des actions qui vont être très spécifiques, qui vont être mieux ciblées. Donc, en fait, comme on a une meilleure connaissance du prospect ou du client, côté marketing comme côté commercial, on va pouvoir avoir des actions qui vont être beaucoup plus précises. On va arrêter de faire du marketing à la papa des années 90 où on arrosait tout le monde.
Ça fait sourire Norman parce que malheureusement, c'est ce que je constate encore beaucoup. Moi, quand je parle avec des entreprises qui n'ont pas cette démarche, qui ont qu'un bout de l'histoire, donc très souvent c'est le CRM, on n'a pas assez souvent le côté marketing automation. Et en fait, il y a quand même un manque à gagner, en tout cas un manque à être précis, qui va être très important. Oui, parce que ça coûte plus cher et c'est moins pertinent finalement. C'est moins pertinent et il y a un nombre d'études gigantesques en plus qui vont dans ce sens-là. Quand vous parlez de personnalisation aujourd'hui, le B2B a des exigences qui sont les mêmes que pour le B2C. Donc là, c'est vrai que dans l'audience, je ne sais pas si vous faites du B2B, du B2C, mais peu importe. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce qu'on veut, c'est de la personnalisation. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit email avec « Bonjour Silver, comment allez-vous ?» plutôt que « Madame, Monsieur ». Je suis beaucoup plus impliqué et c'est pour ça aussi que cette connaissance va énormément aider. Je connais mieux, donc je parle mieux. Donc, je vais pouvoir aussi engager beaucoup plus facilement des discussions. Je vais pouvoir mieux engager justement mon client, mon prospect aussi dans les contenus que je vais lui proposer. Bien évidemment, améliorer aussi la relation. Donc, ces 3 points, un ciblage enrichi par l'activité commerciale dans le CRM, une automatisation de tout ce qui est workflow du CRM par le marketing automation et ensuite de la visibilité des campagnes marketing dans le CRM. C'est pour ça que vraiment ces 2 solutions doivent absolument fonctionner ensemble parce qu'elles vont vraiment servir vos équipes et servir votre business parce que c'est avant tout l'objectif, créer plus de CA. Donc, vous l'aurez compris et vous l'avez à l'écran, les bénéfices, il y en a beaucoup de la synchronisation entre ces 2 outils. Certes, gagner du temps. Je vous ai parlé de mieux convertir, mieux engager. Vous avez vu les chiffres de tout à l'heure de Salesforce à ce sujet, plus 50% de leads qualifiés, j'insiste dessus, pour 33% de coûts d'acquisition en moins. Moi, en tant que responsable marketing, directeur marketing de l'activité finance chez Cegid, je peux vous assurer que c'est ROI, 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 et c'est le cas pour tout le monde. Si c'est pas vous qui faites ça aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des concurrents qui ne vous attendent pas. Et ils le font. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est un train qui est à prendre. Ouais, surtout les nouveaux entrants, eux, généralement, ils approchent directement par ces nouvelles technologies, etc. Donc. Ils commencent, ouais. D'entrée de jeu, ils commencent. Donc c'est vrai, Norman, ce que tu dis. Quand on parle justement de réactivité, là, dans les points qui sont les bénéfices aussi à tout ça, la réactivité de vos équipes commerciales, avoir toujours quelqu'un qui est en mesure de répondre, accompagner vos prospects, c'est capital. Si vous ne traitez pas un lead dans les 24 heures, vous avez 70% de chances en moins de le convertir. C'est un truc, c'est la folie. C'est constaté au jour le jour. Nous, chez Cegid, on a divisé par quasiment 3 le temps de prise en charge des leads par nos équipes commerciales dès lors qu'on a synchronisé notre outil de marketing automation avec notre CRM. Donc, c'est quelque chose qui est, encore une fois, qui est capital parce que le business n'attend pas. Le marché est de plus en plus exigeant et attend surtout de plus en plus de réactivité. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans cette logique-là. Ça, c'était déjà une bonne introduction. Ça met un petit peu la pression. Ouais, tout à fait. Ça remet l'église au milieu du village, quoi. Exactement. Du coup, la première question, le premier sondage qu'on met en place, donc vous avez une petite pastille en bas à droite. Déjà, comment est-ce que votre équipe commerciale, vous avez la sensation qu'elle se sert bien de leur CRM ou pas? Donc, oui, elle s'en sert bien, oui, mais elles en ont un, c'est un peu compliqué, ou non, on n'en a pas, ou on s'en sert pas au final, la résultante étant la même. Parce que ça va être, on l'a vu, un cyber, on va le voir surtout, un des prérequis à cette communication de la stratégie commerciale et marketing et la mise en place des opérations. Donc, sondage en bas à droite, pour y répondre, et je vous partagerai les résultats après. Du coup, maintenant que l'église elle est là, comment on y va, comment on peut y rentrer, comment on fait en sorte que cette équipe marketing et commerciale travaille ensemble pour un objectif commercial, parce que c'est bien ça la finalité. On a parlé d'opportunités, de lead. On parle de chiffre d'affaires, on parle de revenus, absolument, Norman. Et au passage, c'est de plus en plus quelque chose qui est présent aussi maintenant dans les boîtes qui se structurent un peu côté marketing. Hein. C'est-à-dire que on est dans des logiques de création de revenus, création de pipeline commercial, et ce n'est plus que de la teneur des équipes commerciales. Donc je trouve que c'est hyper bénéfique.
parce que ça implique beaucoup plus aussi l'ensemble des services qui contribuent au business. Donc il y a une démarche qui est extrêmement positive autour de ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette image dans le monde du rugby. Alors ça se voit pas, hein, parce que je n'ai pas du tout la carrure d'un rugbyman et je ne suis pas du tout. Mais c'est l'image, c'est exactement ça. Le ballon, c'est le prospect, c'est du business. On voit qu'il y a, pour moi, c'est les équipes commerciales là, qui sont sur le point de s'en saisir. Et en dessous, en fait, il y a les équipes marketing. En fonction de comment vous travaillez, vous avez peut-être aussi des partenaires. Ça fait partie de tout ça. Et à un moment donné, il faut des points de coordination de la data qui vient de toutes ces personnes-là. Et ces points de coordination, ils vont être clés. Comme je vous le disais, les expériences digitales aujourd'hui permettent aux consommateurs de découvrir des produits ou des services, d'interagir avec les marques, de demander des démos produits en quelques secondes, en quelques clics. Il est possible d'ailleurs que vos clients potentiels suivent un parcours d'achat classique. Ils vont rechercher des informations sur votre marque en ligne, ils vont recevoir potentiellement quelques emails marketing, et seulement à partir de ce moment-là, ils vont décider de planifier une prise de contact avec votre équipe commerciale pour pouvoir justement aller plus loin. Et dans ce contexte, en fait, ni votre simple présence sur le marché, ni la compétitivité de votre offre, ni l'efficacité de vos équipes commerciales suffiront à assurer votre succès. Parce que plutôt que de se focaliser sur leurs objectifs respectifs, aujourd'hui, vos équipes commerciales et marketing, comme je l'expliquais dans le cas de Cégide et ce qui se passe de plus en plus dans des boîtes qui ont décidé de se structurer et d'aller dans ce sens-là, elles doivent, ces équipes, travailler main dans la main au développement d'expériences qui sont axées sur le client et qui répondent à ce dernier à chaque étape du parcours d'achat. Si vous décorrélez les deux équipes, et que le marketing ne sait pas que vous avez votre commercial qui a déjà pris contact avec ce prospect qui est en phase avancée, si on arrive avec un email marketing qui dit bonjour monsieur le prospect, est-ce que vous saviez que, puis là on fait, on va dire, un rétropédalage dans le discours et dans le tunnel de conversion, en fait vous êtes juste en train de mettre un boulet au pied de votre commercial qui va galérer pour pouvoir récupérer ça. Donc unifier vos équipes marketing et commercial aura donc un impact qui va être déterminant, tant sur la qualité de l'expérience client que sur votre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, les entreprises qui ne disposeront pas d'outils et de tactiques adaptées, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis parce que on le constate au quotidien, on n'y arrivera pas en fait. Vous ne parviendrez difficilement à aligner vos équipes commerciales marketing et donc vous allez difficilement pouvoir aller chercher une augmentation réelle et conséquente de vos revenus. Soit t'es à côté, soit t'es en retard, quoi. Le train, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Et surtout, je tiens à dire, parce que nous, chez Cégide, pour vous dire, avant d'être directeur marketing, j'ai eu plusieurs postes. J'ai été côté commerce, donc je connais le monde du commerce. J'ai été aussi du côté du marketing automation, parce que j'ai fait partie du groupe d'utilisateurs qui a travaillé sur les premiers programmes de marketing automation qu'on a sélectionné à l'époque. C'était il y a 8 ans. Et il y a 8 ans, ok, marketing automation. Norman, tu m'arrêtes si je dis vraiment des bêtises, mais il y a 8 ans, marketing automation, c'était quand même pour, on va dire, un certain segment de marché d'entreprise en France. Ouais, les gens savaient même pas ce que c'était. Quand tu utilisais ce mot-là, on savait pas ce qu'il y avait derrière. On était très très loin de ça. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui sont agiles, qui se connectent avec toutes ou très facilement avec les plus grosses solutions du marché ou celles qu'on rencontre le plus fréquemment possible. Et c'est plus que l'apanage des grands groupes, des ETI ou des grosses PME de 500 personnes. Pour être au contact justement de plein de clients avec lesquels on travaille nous beaucoup avec les TPE et les PME, il y en a une quantité très importante qui sont sur des chiffres d'affaires qui sont assez modestes et qui sont équipés de ça parce qu'ils ont la volonté de faire croître leur chiffre d'affaires à 2 chiffres tous les ans sur les 5 prochaines années. Et ça, Norman, j'imagine, ça doit être... on a des clients qui sont des sociétés de 5-10 personnes et comme je disais tout à l'heure, les nouveaux entrants, justement pour cette volonté de scalabilité rapide dans le business, de forte croissance, viennent directement avec ce genre d'outils parce qu'ils n'ont pas 15 commerciaux. Donc, comment on fait? On automatise tout ce qu'on peut automatiser pour que le commercial soit le plus performant possible, quoi. Ouais, exactement.
Et donc ça, c'est vraiment une philosophie. Il faut que vous ayez vraiment cette stratégie en tête. Et c'est bien parce que ça va faire la transition avec la slide suivante où je vais enfin donner des billes, en tout cas sur comment on définit une stratégie de marketing et sales unifiés. Alors marketing et sales unifiés, même toujours apporter des petits mots comme ça qui font plaisir. Donc, si vous connaissez pas, vous partirez ce soir chez vous, vous parlerez. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. J'ai appris ce que c'était que le smarketing. Alors, smarketing, c'est la combinaison des sales avec le marketing. Et en fait, pourquoi on va parler justement de smarketing? Ben, la simple et bonne raison, si vous voulez, par rapport à ça, c'est que on est une seule équipe. Si vous distinguez et si vous décorrélez les équipes commerciales des équipes marketing, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que là, ce qu'on a voulu faire avec Webmecanic et Cegid, c'est vous proposer on va dire des étapes qu'il ne faut vraiment pas manquer. Il y en a que vous pourrez rajouter, il y en a que vous pourrez peut-être voir un petit peu différemment, mais je pense qu'aujourd'hui, pour la mise en place justement d'une stratégie d'alignement entre les équipes commerciales et les équipes marketing, il y a 6 étapes qui sont élémentaires et surtout qui sont fondamentales. La première étape, et ça je suis sûr et certain que tout le monde a déjà eu le cas, c'est de parler de la même chose, c'est de se comprendre. Quand vous allez dire « je t'ai envoyé un MQL », eh ben, un MQL, le commercial, il va vous regarder les premières fois potentiellement avec des yeux ronds comme ça et il va dire « mais de quoi tu me causes ?» Déjà, il faut comprendre l'acronyme et 2, il faut qu'on ait la même définition de cet acronyme. Parce que... Exactement. Donc, il y a vraiment plus, comme tu dis, les 2 étapes. Juste rien que sur cette notion de lead qualifié, parce que c'est vrai que le MQL, le Marketing Qualified Lead, c'est un lead qui est qualifié par les équipes marketing. Déjà, il y a quasiment la moitié, exactement, c'est 44% des équipes marketing et commerciales qui s'entendent, je veux bien qui s'entendent sur la définition d'un lead qualifié. Ça, c'est Marketo qui nous le dit. Donc, ça veut dire que il y a 56%, donc une autre grosse moitié, qui ne s'entendent pas du tout. Et c'est la base. Parce que si je ne définis pas ce qu'est un lead qualifié de la même manière entre ce que moi je vois côté marketing et ce que en face il y a côté d'équipe commerciale, bah, le problème c'est que les engagements qu'on va prendre derrière, ça va pas coïncider. Si moi j'arrive avec quelque chose qui n'est pas assez mature, mes équipes commerciales vont me dire Silver, t'es bien gentil, mais tu récupères ton lead, nurture-le parce que pour nous là il est pas prêt. Donc c'est pour ça en fait que ça va être effectivement très important d'avoir un langage qui est commun, compris de tous, et que vous assurez justement de ne transmettre à vos équipes commerciales que des leads qui sont prêts à être travaillés. Sinon, on sait ce qui se passe. Les équipes, elles vont dire au bout de 5 leads qui vont rejeter, vont faire allez, c'est pas la peine. Je vais pas travailler, je repars avec mes petites notes à moi, puis je repars à l'ancienne, mais au moins je suis pas pollué par tout ça. Donc ça, c'est une première étape. Une fois qu'on a notre langage commun, il y a tout le travail au niveau de nos acheteurs, de nos décisionnaires, ce qu'on appelle les buyers persona au pluriel. Ce dont on est en train de parler, finalement, c'est du profil idéal de vos acheteurs qui vont être rencontrés le plus souvent par vos équipes marketing commerciales. Et souvent, c'est quelque chose qu'on laisse dans les mains du marketing, alors que au final, l'identification de ce profil, ce sont certes des données, des canaux marketing, des études, des enquêtes, etc., qu'on va pouvoir récupérer justement souvent au niveau des équipes marketing, mais c'est aussi les remontées de terrain de vos équipes commerciales qui vont confirmer tout ça. Et donc l'association des équipes commerciales et des équipes marketing pour définir et surtout valider ensuite les buyer personas vont vous permettre d'avoir justement beaucoup plus d'alignement avec la réalité. Donc ça permettra d'avoir des leads peut-être parfois qui sont plus quali, donc peut-être un tout petit peu moins nombreux, mais beaucoup plus quali, et surtout avec des taux de passage dans votre cycle d'achat qui vont être beaucoup plus efficients. C'est l'étape clé pour la segmentation et tomber sur les bonnes personnes avec le bon message. Hein, ça, exactement. Et c'est surtout ça, oui, c'est comme tu dis, Norman, c'est le bon message. Parce que derrière, si on n'a pas le bon persona, si on n'adresse pas forcément la bonne personne, eh ben, il n'a pas forcément les mêmes contraintes que l'acheteur réel, et vous allez partir potentiellement sur des messages, des discours, des thématiques qui ne vont pas être tout à fait aligné avec ce qui est attendu. Et derrière, c'est toute votre stratégie marketing qui en découle, toute la production des contenus que vous allez avoir qui en découle. Donc, c'est extrêmement important.
La troisième étape, c'est la mise en place d'un système de lead scoring. Alors là, moi, c'est quelque chose que je propose. C'est peut-être la seule étape où je peux dire ça peut être optionnel, mais je trouve que c'est important. Je vous explique pourquoi. Cette démarche, en fait, pour moi, elle est essentielle pour renforcer en fait le cycle d'achat. L'idée, c'est que par rapport à des actions que votre prospect va avoir, on va lui donner un certain nombre de points pour se dire, il a ouvert un email, il est un petit peu intéressé, mais c'est pas non plus la folie. Je lui donne tant de points. Il a cliqué dans mon email. Ça, c'est un petit peu plus de points. Il a téléchargé un e-book. Il a participé à un webinar. Et en fait, ça doit aider nos équipes commerciales, en fait, à se rendre compte de quelle est la propension potentielle de mon prospect, justement, à avoir une discussion commerciale avec mes équipes ou en tout cas réaliser un acte d'achat. Donc, ça permet d'affiner et surtout, ça permet aussi à un moment donné aux équipes commerciales de se dire, attention, lui, il est bouillantissime, je dois, mais même pas le rappeler dans les 24 heures. C'est là, je le rappelle dans l'heure qui suit. Ou à l'inverse, côté marketing, on va se dire, lui, on est prêt à l'envoyer. Attention, on a vu généralement que s'ils atteignent pas un score minimum de, je dis n'importe quoi, 100 points, derrière les équipes commerciales, elles grassent un peu des dents parce qu'il leur manque des choses. Donc, on va revoir les choses et ça va nous aider, nous, marketing, à être plus efficients dans nos campagnes. Donc, ça, c'est un point qui a beaucoup de sens et les outils de marketing automation sont calibrés pour pouvoir justement travailler dans ce sens-là avec le CRM. Bien évidemment, j'en parlais tout à l'heure, et là, j'ai un peu envie de dire, ça, c'est le ciment. Si vous faites pas ça, ça va être tout peut s'écrouler. C'est des objectifs et des KPI qui sont communs. Et je dirais plutôt des objectifs qui sont communs. Pourquoi? Parce que et on est passé par là, si vous dites à un marketeur, tu es objectivé pour produire des leads, des MQL, des leads qui sont qualifiés par les équipes marketing, alors là, on va vous faire. Je peux vous assurer que là, on est très très bon côté marketing pour imaginer plein de trucs qui vont créer plein de leads partout. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Sauf que vous, en tant que patron ou patronne de votre activité, en tant que patron ou patronne commerciale, vous, ça va être le pipeline créé et ça va être le chiffre d'affaires réalisé. Donc, je reste, moi, persuadé qu'à un moment donné, on doit considérer les équipes marketing comme étant une partie prenante dans la création de pipeline. Comme les équipes commerciales. Si vous définissez que le marketing doit apporter 10% de pipeline sur votre business global, ça sera 10%. Mais au moins, vous aurez un dénominateur commun et ça permettra dans des réunions de suivi de parler exactement de la même chose et surtout de regarder les mêmes chiffres. Parce que si vous ne faites pas ça, derrière, vous n'allez pas regarder les mêmes chiffres et donc vous n'allez pas pouvoir vous comparer. Et ça va être très problématique parce que ça va être des discussions sans fin qui ne feront pas avancer le schmilblick. Donc ça, c'est les objectifs. Par contre, derrière, il y a des KPI qui vont être propres à chacun. Et ces KPI-là, justement, vont permettre de pouvoir dire, c'est des taux d'ouverture d'email, des taux de délivrabilité, etc., etc. J'avance un petit peu plus vite. Les outils et les process, on est pile dans le sujet et tout à l'heure, Norman va vous faire 2 cas d'usage qui vont vous montrer pourquoi, effectivement, on doit avoir les bons outils. Choisir et mettre en place ces outils et ces process doit optimiser les interactions, que ce soit pour communiquer, partager des ressources, les outils CRM Marketing Automation, bien évidemment. Tout ça aussi doit à un moment donné être écrit et partagé par tout le monde. Comment le lead va arriver aux équipes commerciales, en combien de temps, par quelles étapes il va passer. Si on ne connaît pas ça, on ne sera pas efficient. Et bien sûr, et ça c'est ce qui va vous permettre d'avoir cet effet, on va dire, de cercle vertueux, c'est des entretiens de suivi. Il faut absolument en fait que vous puissiez régulièrement réunir vos équipes commerciales et marketing pour qu'ils puissent remonter les feedbacks respectifs justement sur les actions qui ont été menées et justement faire évoluer des actions marketing, des actions commerciales. Peut-être que le buyer persona à un moment donné va changer parce qu'on est dans une économie qui est très mouvante, très changeante. Donc les choses ne sont pas statiques et vont difficilement rester statiques. Moi, comme je le dis toujours, un plan marketing, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre, il évolue constamment au fil de l'eau et c'est la même chose pour la stratégie commerciale. On avait une ligne budgétaire sur un produit. Si cette ligne budgétaire elle est atteinte au bout de 4 mois, on va pas rester non plus à attendre le business. Et inversement, si on est complètement à la bourre, il va falloir changer les choses et accélérer les actions. Et là aussi, c'est dans ces entretiens de suivi réguliers où vous allez pouvoir justement travailler sur l'amélioration continue de tout ce que vous aurez mis en place dans les étapes d'avant.
Je te rejoins spécialement sur ce dernier point. Il y a une approche assez empirique dans tout ça, en fait. Et l'important, c'est de bien mesurer pour voir ce qui est performant, ce qui ne l'est pas, et ajuster quelque chose qui est très performant, mais le budget est limité. Peut-être qu'on va remettre du budget parce que ça marche bien, au contraire de quelque chose qui est moins performant. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être assez fort sur le suivi. Donc, ça nécessite d'avoir défini les objectifs et les KPI au préalable. Et je me souviens, on avait l'habitude il y a quelques années de dire, c'était une étude aussi de Marketo, quelque chose comme ça, qui disait 50% des dépenses marketing ne servent à rien, mais lesquelles de 50%? L'enjeu, il est là, en fait. C'est mesurons-les et après, on réattribue les budgets là où ça fonctionne. C'est exactement ça, absolument. Merci, Sylvain. Alors, du coup, deuxième question sondage que vous allez retrouver en bas à droite. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans votre société, vous avez la sensation que vos équipes commerciales et marketing, elles collaborent ensemble? On a vu ce que ça veut dire collaborer ensemble, c'est parler le même langage, avoir des objectifs communs. Alors peut-être que après les indicateurs sont différents parce qu'ils sont propres à chaque métier, mais l'objectif est commun et toujours dans le sens d'aller vers plus d'opportunités ou en tout cas une meilleure conversion des opportunités. Donc oui, parfait. 2, ça peut être le cas, mais avec beaucoup de choses manuelles qui rendent forcément les choses moins efficaces, on peut faire moins de volume, ou on fait moins d'actions. Ou 3, non, en fait, au final, on a des entreprises, en tout cas des équipes qui sont assez silotées et qui, malheureusement, ne communiquent pas assez dans cet objectif-là avec tous les bénéfices qui ont été évoqués par Sylvain. Répondez dans les sondages en bas à droite. L'idée maintenant, c'était d'illustrer un peu tous ces concepts et surtout, alors on va pas mettre en place votre stratégie ensemble, sales et marketing aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps qu'un webinaire sans vous connaître de quelques minutes, mais pour voir un peu en fait ce qu'on peut faire, l'idée c'était d'illustrer, une fois qu'on a fait ce schéma, ce parcours qui a été évoqué dans le point précédent, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre de façon automatisée ou presque 100% automatisée dans cet objectif de générer de l'opportunité qualifiée aux commerciaux. Donc là, on va se concentrer sur deux grands exemples, deux catégories d'exemples, puisqu'on l'a beaucoup évoqué, notamment souvent quand on parle de MQL. Donc, on travaille sur des campagnes plutôt d'acquisition, donc on va générer des nouveaux prospects avec de nouvelles opportunités. Mais on va aussi parler d'un second sujet et qui a tout son sens quand on a un CRM, c'est tout ce qui est la fidélisation. On parle d'upselling, de cross-selling. Un client qui vous a déjà acheté quelque chose, c'est souvent le meilleur des prospects pour vous racheter quelque chose et le garder dans le temps. On sait que ça coûte cher d'acquérir un client. Tu parlais de coût d'acquisition client tout à l'heure, Sylvain. Une fois que vous avez dépensé ce budget pour l'acquérir, faites en sorte de le garder parce que ça coûte moins cher, mais ça rapporte souvent tout autant. Donc voilà, on va travailler sur ces deux portes d'entrée-là. Juste Norman, si je peux préciser, si tu me permets, parce que c'est vrai que ça prend de plus en plus de place, tu le dis, et c'est vrai qu'on a des modèles économiques qui sont beaucoup sur de l'abonnement, etc. Et donc la dimension fidélisation, maintenant, a presque plus d'importance. La différence de coût, elle est gigantesque. L'acquisition d'un nouveau client, c'est 7 à 8 fois plus qu'une action marketing pour le garder. Donc c'est juste fondamental et comme tu le disais très bien, ça on va le voir là dans les deux exemples, mais 7 à 8 fois plus. Gardez ça en tête parce que si vous avez une clientèle, fidélisez-la à fond et le marketing et les équipes commerciales peuvent vraiment travailler de main dans la main là-dessus. Absolument. Et sur des actions souvent qui sont assez simples, parce qu'on parlait tout à l'heure de pour mettre en place ces objectifs, ces campagnes, il faut définir les cibles, les personas, donc avoir une donnée qualifiée et ne serait-ce pas les clients qu'on connaît le mieux finalement. C'est exactement ça, tout à fait. On sait leur profil, on sait ce qui les intéresse, donc, et on a l'habitude dans notre entreprise de dire les gens qui sont intéressés par ça, derrière ils vont être intéressés par ça. Donc en fait, on a déjà tout ce savoir de qualification amont qui fait que le déploiement en aval est assez simple. Allons-y. Et avant de démarrer sur la partie des campagnes d'acquisition, troisième question, sondage en bas à droite. Est-ce que vous avez une solution de marketing automation? Est-ce que vous convient bien? Est-ce que vous l'utilisez peu ou est-ce que non, vous n'en avez pas? Alors d'abord, campagne d'acquisition. Alors, vous ne concentrez pas sur tout le texte parce que vous l'aurez de toute façon la présentation par la suite. Restez plutôt concentré sur les étapes. Et vous allez voir en fait que les étapes, on va retomber sur ce même cycle qui a été évoqué au préalable par Sylvain, sauf qu'on va pouvoir se reposer ces mêmes questions à chaque fois qu'on va créer une campagne. Donc là, on est sur une campagne d'acquisition, on est sur un secteur d'activité qui serait plutôt associé
à du logiciel, par exemple, donc ce qu'est Webmécanique, ce qu'est Cegid, comme beaucoup de sociétés. Et vous verrez qu'on va pouvoir le décliner dans d'autres secteurs d'activité par la suite. Donc, la première étape dans cette campagne d'acquisition, c'est de définir l'objectif. Notre objectif, c'est de générer de la démo sur des contacts qualifiés ou en tout cas qui sont chauds pour nos commerciaux. Donc ici, on va commencer par petit 1 définir la cible. Vous voyez, on y revient. Qui est la cible qu'on peut adresser pour cette campagne d'acquisition? Donc, on va pouvoir, dans notre outil de marketing automation, parce qu'on a récolté des données au préalable, parce qu'on a échangé ces données avec le CRM, segmenter sur tous les responsables, par exemple, marketing, que ce serait notre cible aujourd'hui, qui sont en statut prospect, donc qui ne sont pas clients. Et là, je reviens à ce que tu disais, Sylvain, hein, le pire, c'est de parler à un client comme s'il était prospect, ou d'avoir la promo alors qu'on est en train de closer un deal, ah ben, tout d'un coup, je dois faire une remise que je n'avais pas prévue. Enfin, voilà. Ce genre de choses qui sont un peu inconfortables. Donc, nos responsables marketing, donc le poste, qui sont prospects, le statut, et on va partir sur cette base-là. De là, on va se poser la question, donc ceux qui sont inscrits au webinaire, est-ce qu'ils ont été présents au webinaire, oui ou non? Donc, comme on le fait par exemple aujourd'hui, grosso modo, ce que vous voyez à l'écran là, c'est un peu ce que vous allez vivre si vous êtes avec les inscriptions sur le webinaire Webmécanique. Pour ceux qui ont été présents, bon, déjà, on a un premier indicateur d'intérêt. Et tu le soulignais tout à l'heure, on pourrait mettre en place du scoring. On pourrait dire que les gens qui participent à un webinaire, c'est une preuve d'intérêt, et donc on peut le scorer. Et on peut même aller plus loin que ça, notamment avec Livestorm, ça nous permet de le faire dans notre intégration. On peut se poser la question, pendant le webinaire, est-ce qu'il a été attentif ou pas attentif? Donc, est-ce qu'il a regardé ce qu'on lui a présenté, ou est-ce que non, en fait, il a joint, mais il faisait autre chose, ou l'écran était inactif, ou ce genre de choses. Et on pourrait se dire que ceux qui ont été actifs tout le long du scénario, c'est vraiment les top prospects. Et donc, c'est ceux qu'on pourrait envoyer aux commerciaux pour proposer une démo produit par la suite. D'accord? Et on peut même automatiser, et non pas envoyer l'email au commercial pour que le commercial fasse la démarche, mais envoyer directement un email au prospect, lui proposant une démo de la part du commercial. On peut tout automatiser et faire en sorte que ce soit le commercial en fait qui envoie l'email, mais sauf que c'est pas à lui de le faire, c'est la machine qui le fait. L'objectif étant, petit 2, du coup, bien sûr, de convertir des prospects en clients. C'est un outil business assez simple. Deuxième partie de la campagne, ceux qui ont une attention faible ou qui n'étaient pas présents, on va leur proposer, par exemple, de partir sur un replay. Pourquoi? C'était peut-être pas le bon moment pour eux de voir le webinaire, ils étaient occupés, etc. Donc, on veut quand même se donner une chance de les engager sur le contenu qu'on leur a proposé à travers le replay à un moment qui pourrait leur convenir. Là, on va pouvoir traquer est-ce qu'ils ont visité la page ou même est-ce qu'ils ont visualisé la vidéo. On va leur laisser un certain délai parce qu'un email qu'on vous envoie au bout d'une semaine, il ne s'y passera plus rien dessus. Donc, si ce n'est pas fait dans les 5 jours, grosso modo, ça ne sera jamais fait. Et de là, oui, il a visualisé le webinaire. Dans ce cas-là, on le fait re-rentrer dans le même objectif que la branche la plus positive. Il a engagé, il a regardé le contenu. Et dans ce cas-là, on va lui proposer une démarche plus commerciale avec une démonstration du produit, par exemple. Au contraire, pas d'activité, toujours pas d'activité, on va le laisser tranquille, on va le mettre dans des campagnes, tu le disais tout à l'heure, de nurturing. Donc, on va se rappeler au bon souvenir à lui de temps en temps, on va écarter peut-être les délais de communication pour pas avoir une pression marketing trop importante. L'idée étant surtout qu'il ne clique pas sur le bouton se désinscrire parce qu'on veut garder un lien avec lui. Donc, on écarte un peu les points de communication. Mais pour autant, on ne veut pas disparaître de sa pensée. S'il est dans notre base de données, c'est qu'à un moment, il y a eu un sujet ou une bribe de sujet où il s'est posé la question. Peut-être que ça sera au prochain budget, dans 6 mois, dans 12 mois. Donc, voilà, gardons-le dans notre base, on le nourrit, et le jour où on a une nouvelle interaction par le scoring, par une inscription, etc., on le fera rentrer dans une boucle à nouveau d'automatisation et d'acquisition plus active pour essayer de le ramener toujours vers notre démo produit. Donc voilà, cas concret de ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on fait par exemple aujourd'hui au final, sur une campagne d'acquisition à travers du contenu vidéo. Donc ça va nécessiter aussi de créer des contenus, des messages, et ça c'est souvent aussi un gros morceau du marketing automation. Ici, il faudra créer des formulaires, des landing pages avec un contenu, forcément le contenu du webinaire qu'il faut préparer, des emails commerciaux post-event, etc., etc. Tout ça va être des contenus à préparer par l'équipe marketing en accord avec l'objectif défini avec le commerce pour atteindre notre objectif global. Comme je vous le disais, donc ce qu'on a vu là, c'était assez
éditeur de logiciels comme approche, comme secteur d'activité. Et en fait, vous pouvez dupliquer tout ce qui est acquisition à n'importe quel secteur d'activité. Et la question, encore une fois, c'est de définir quelle est ma cible, quel est mon objectif, qu'est-ce que je vais leur proposer et qu'est-ce qui intéresse nos commerciaux pour avancer dans l'objectif de génération d'une opportunité. Donc, on peut tout à fait appliquer ce type de scénario d'acquisition à du secteur de l'e-commerce, par exemple. Donc, je vais prendre mes prospects abonnés à la newsletter qui ont ouvert mes dernières newsletters, donc qui sont plutôt actifs, pour leur proposer et leur présenter une nouvelle collection, par exemple, si j'ai une nouvelle collection, une forme de saisonnalité. Et pour tous les abonnés qui vont cliquer sur un produit, par exemple, s'ils n'ont pas passé de commande dans la journée ou dans l'heure, on pourrait déclencher l'envoi d'un code promo, par exemple. Donc, on sent un intérêt, parce qu'il y a cet intérêt, mais qu'il n'y a pas aller jusqu'à l'action de l'achat. Donc là, on est sur une approche qui est 100% automatisée e-commerce, sans même de commercial au final, d'action commerciale. Mais dans ce cas-là, on va leur mettre le pied à l'étrier en disant bon, il y a un intérêt, on te met une petite promo, on va voir si ça part. Donc pareil, préparer éventuellement des questionnaires, des idées, des suggestions, tous les contenus qui vont aller avec. On pourrait tout à fait aussi appliquer ça au monde du retail. On a pris un exemple avec un concessionnaire automobile. L'objectif ici, par exemple, c'est de présenter des nouveaux véhicules sur une cible de prospects de plus de 35 ans, donc potentiellement CSP+, avec un budget, etc., pour un nouveau véhicule, ce genre de choses. Et donc, on va faire un événement un peu premium à la concession, peut-être un petit cocktail ou ce genre de choses. Donc, on va sélectionner notre cible, on va leur envoyer un email d'invitation pour cet after-work. Donc, on part du principe que c'est des gens qui sont actifs et donc qui ne sont pas disponibles forcément sur les horaires de bureau. Et à partir du moment où ils cliquent, on va pouvoir les engager avec leur proposer un plan pour accéder, un formulaire pour s'inscrire, un rappel pour leur rappeler demain soir vous avez la soirée à la concession, venez nous voir, etc. Et pour tous ceux qui n'ont pas cliqué, qui n'ont pas engagé, soit on fait une relance, soit on met de côté, et pareil, on nourrira dans le futur sur différents ou d'autres types de formats. Donc là, l'objectif, c'est de faire venir des gens physiquement, les faire rencontrer, peut-être même les faire essayer le véhicule, etc. Mais recréer un lien fort avec des prospects. Et bon, a priori, un prospect qui va venir en after-work pour découvrir un nouveau véhicule, ça peut être quelqu'un qui a un projet dans le domaine, après à requalifier. Dernier exemple, on est plutôt sur une activité de service, du coup, dans un club de sport. On pourrait se dire, comment régénérer un pic d'inscription à notre salle de sport. Alors, bien sûr, vous avez les classiques rentrées scolaires, cette année on s'y met, ou les bonnes résolutions de l'année. Mais on peut coupler ça aussi avec d'autres informations, d'autres nouveautés qu'on a dans le club de sport. Par exemple, ici, on s'est dit, on veut cibler les femmes de 18 à 39 ans, donc plutôt des femmes jeunes et actives, on va dire. L'objectif, c'est toujours de les inscrire, donc génération de business immédiat. Et là, l'idée, c'est qu'on a des nouvelles machines qui sont complètement automatisées, super modernes, dont on a peut-être vu des informations dans des magazines ou ce genre de choses. Donc, on va leur présenter ces dernières machines en écrit, les envoyer donc ces contenus par email. On peut aussi relancer par SMS, on peut diversifier les canaux de communication. Et de la même manière, en fonction de leur engagement, soit elles engagent, elles cliquent, elles vont se renseigner, peut-être qu'elles vont commencer à remplir le formulaire ou pas le faire. Soit elles ne le font pas et en fonction, on va leur proposer des engagements différents, une remise, ce genre de choses. Donc, vous voyez, on va vraiment toujours appliquer cette même mécanique. Qui est-ce que je cible dans quel objectif? Et ensuite, apporter les bons contenus de manière à amener les personnes vers cet objectif-là. Et c'est déclinable à l'infini dans tous les secteurs d'activité. Deuxième typologie de campagne, moi celle-ci je la trouve extrêmement importante et Silver avait des statistiques que je trouve vraiment parlantes. Donc 7 fois moins cher de garder le client que de l'acquérir, 7 à 8 même si je me souviens bien. Moi je transpose pour ceux qui vont aux champignons, vous avez un panier à trouver, ça sert à rien de le remplir. Donc vraiment ça c'est un point très important. Fidélisation ou upselling ou cross-selling, on peut leur revendre quelque chose de plus cher, on peut leur vendre quelque chose de différent mais de complémentaire. Il y a plein de formats, ou alors c'est des abonnements dans le temps et dans ce cas-là on veut les renouveler, etc. Ici on a un exemple encore une fois qui est assez logiciel, mais vous verrez, on va le transposer à nos autres secteurs par la suite. J'ai un certain nombre d'utilisateurs par exemple qui utilisent un plan payant de notre solution. Et bien sûr, l'objectif du plan payant, du freemium, c'est de les amener à un moment vers quelque chose de payant, du plan gratuit, de les amener vers le payant. Donc ici, l'idée, c'est que tous les gens qui s'inscrivent au plan gratuit, donc là, c'est pas du tout ponctuel comme campagne, c'est quelque chose qui est vraiment dans le temps et automatisé pour tous les nouveaux
clients du plan gratuit aujourd'hui, demain, dans 6 mois, que je sois en vacances ou que je sois au travail, en leur proposant d'abord un email de bienvenue, ensuite un email qui propose de présenter certaines fonctionnalités vraiment très importantes de ce plan payant. On peut imaginer d'ailleurs que c'est une série d'emails parce qu'il y a peut-être 3 grandes fonctionnalités qu'il faut présenter et qui s'étalent dans le temps de manière, encore une fois, à avoir ce symptôme de redondance et de revenir régulièrement pour se rappeler auprès du prospect. Et en fonction, une nouvelle fois, de l'engagement, donc ça peut passer par le scoring, ça peut être par les actions de l'utilisateur. Est-ce qu'il est venu sur le site? Est-ce qu'il est allé voir la page pour passer en plan payant? Si oui, je vais le pousser à avancer pour y aller, éventuellement déclencher une notification commerciale s'il y a besoin d'une intervention d'un commercial. S'il n'est pas allé jusqu'au payant, pareil, lui faire un rappel, voire à un moment envoyer au commercial pour qu'il l'aide à aller jusqu'au bout. Et au contraire, si c'est pas intéressé à tout ça, peut-être faire une petite relance. Et si c'est pas le cas, encore une fois, les mettre dans des boucles de nurturing pour se dire, aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Peut-être que ça sera le cas demain. Peut-être aussi lui proposer des contenus riches, des livres blancs, des cas d'usage d'autres clients qui vont lui permettre de lui mettre l'eau à la bouche sur vraiment ces fonctionnalités payantes sont vraiment chouettes et vont vous apporter quelque chose. De la même manière, ces campagnes un peu de fidélisation, de cross-selling, d'upselling, elles sont applicables encore une fois à tous les secteurs d'activité. Donc, on a repris nos 3 autres secteurs d'activité pour illustrer le cas. Dans le cas de l'e-commerce, vous avez un client qui a déjà acheté, qui est rentré dans votre base de données, qui a peut-être une carte de fidélité. On a récupéré lors de la création de la carte de fidélité sa date d'anniversaire. Date d'anniversaire, on se rappelle au bon souvenir, on va lui mettre une remise à partir d'un minimum d'achat, on va lui faire un bon cadeau. S'il clique, il avance, on va peut-être lui faire une remise ou lui offrir un petit cadeau en plus s'il l'utilise. S'il ne le fait pas, peut-être un email avec un compte à rebours, ou alors plutôt le laisser de côté en se disant pour le moment, il n'a pas de budget ou il n'est pas intéressé, on verra plus tard, on va pas lui mettre une trop grosse pression non plus. Si on retourne dans notre cadre du retail, donc de la concession automobile, ici, les voitures, ça n'a pas une durée de vie éternelle non plus, et encore, ça serait encore plus facile à gérer et anticiper avec un programme de leasing. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a acheté un véhicule il y a 3 ans, souhaite changer un moment, revendre son véhicule, avoir un nouveau, ou alors quelqu'un qui a commencé un leasing il y a 3 ans sur 3 ans, il ne faut pas lui proposer un nouveau véhicule à la fin des 3 ans, parce que probablement qu'il se sera déjà renseigné chez quelqu'un d'autre, il ne va pas se retrouver 3 semaines sans véhicule, mais c'est bien en amont de la fin du leasing qu'il faut lui proposer les nouveaux véhicules, lui demander peut-être aussi un retour sur le fonctionnement du véhicule, qu'est-ce qu'il y a pensé, est-ce que c'était trop petit, trop grand, pas assez performant, etc., pour pouvoir lui proposer à juste titre par la suite le nouveau leasing qui est adapté à son besoin. Dans notre exemple-là, on est sur vraiment une vente de véhicules. On s'est dit, tout simplement, au bout de 3 ans ou au bout d'1 an, au bout de 2 ans, tout simplement, il faudra qu'il change ses pneus. Donc, c'est l'occasion de lui dire, revenez à la concession, on s'occupe de vous changer les pneus, on les commande pour vous, le changement du pneu est gratuit, on vous offre peut-être des essuie-glaces, etc. Et toutes ces mécaniques-là qui, parfois, sont faites manuellement, sont 100% automatisables pour 100% des clients. Il n'y a pas besoin d'intervention manuelle là-dedans. Et là, on va amener directement des prises de rendez-vous auprès de la concession pour changer les pneus, pour éventuellement faire autre chose. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de leur rappeler qu'il faut faire la vidange ou ce genre de choses. Enfin, je reviens sur mon exemple du club de sport. Là, c'est assez simple aussi. Souvent, au club de sport, on a une carte ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait des adhérents qui ne sont pas revenus? Est-ce qu'on les laisse partir? Donc, vraiment, là, on est sur le syndrome du panier percé. Ou est-ce que on sait que ça coûte pas trop cher peut-être de remettre le pied à l'étrier, et dans ce cas-là, on va prendre le temps de leur dire attention, ça fait un mois que vous n'êtes pas venus, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on leur dit revenez, le simple fait de le faire, ça va leur donner envie de revenir. Soit on met en place un questionnaire aussi pour essayer de déceler qu'est-ce qui leur convient pas, et ce qui leur convient pas nous permettra d'y répondre et peut-être d'apporter des argumentaires. Ou alors on peut passer par quelque chose de plus festif, ou en tout cas quelque chose d'un peu intéressant avec la participation à une soirée avec un coach. Si les personnes cliquent, dans ce cas-là, on va également pouvoir leur proposer de fixer un rendez-vous, un entretien avec ce coach pour pouvoir vraiment remettre le pied à l'étrier. Et on sait qu'à partir du moment où la personne qui est inscrite à la salle de sport, elle a son programme personnalisé, elle aura plus facilement l'envie de revenir, puisque ce ne sera pas de sa propre initiative, mais elle aura un plan à suivre. Voilà. Donc ça peut être le type de mécanique à mettre en place pour faire revenir une personne et essayer de fidéliser une personne qui, d'elle-même, a du mal à se relancer dans ce genre de mécanique.
Voilà pour les exemples. Ils sont déclinables à l'infini. Je disais tout à l'heure qu'on avait des petits clients, des gros clients, PME, grands groupes. On travaille dans la banque, dans l'industrie, dans le service, dans le logiciel. Encore une fois, ces mécaniques-là, une équipe marketing, une équipe commerciale avec des objectifs de vente, je crois que c'est la définition d'une entreprise, donc c'est vraiment applicable à toutes les activités. Et la question ultime, la question qui fâche, dans le cas où vous avez un CRM, un outil marketing automation, est-ce qu'ils sont connectés? Quand je dis CRM, ça peut être ERP, parce que des fois la brique CRM est intégrée vraiment dans le ERP. Est-ce qu'elles sont intégrées? Est-ce qu'elles le sont, mais en fait au final on n'a pas forcément de lien, en tout cas d'automatisation sur les données qui reviennent du CRM, ou est-ce que non, on a ces outils mais ils sont pas connectés? Le temps que les gens répondent, Norman, j'avais 2 chiffres pour illustrer ce que ça nous a apporté, et ça m'amènera aussi, ça fera le lien avec les questions à se poser avant de démarrer, qui est la dernière partie. Ça vous a apporté de vous en tant que Cegid quand vous avez mis en place ce genre d'outil? Nous, on avait l'objectif, en synchronisant les 2 outils, on avait l'objectif de gagner 40% dans tout ce qui est temps de traitement, affectation des leads. 40% justement. On a pu travailler là-dessus justement sur je le récupère, je le travaille, je l'envoie aux équipes commerciales. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. On a divisé quasiment par 3 le temps de traitement de nos leads par nos équipes commerciales. Et on avait aussi un objectif de 30% on va dire, de productivité gagnée sur toute la partie qualification de ces leads. Donc avec nos équipes de lead qualification, parce qu'on avait on a un service qui est dédié à ça pour s'assurer que le lead quand même qui à un moment donné dit je veux être contacté, on qualifie son besoin et on s'assure qu'avant de l'envoyer aux équipes commerciales, il y a vraiment du business dessus. Donc c'est des chiffres qui sont très parlants mais qui sont surtout très concrets. Merci. Allez, je vais aller vite là-dessus, Norman. Comme ça, on laisse du temps un petit peu pour les questions-réponses. Mais c'est important, parce qu'on peut pas se lancer comme ça. On a vu, il y a tout ce parcours à suivre, donc il y a une liste de prérequis d'une certaine manière, et c'est ce que vous voulez mettre en avant, Sylvain. Absolument. Vous l'avez compris, on n'est pas sur du petit projet. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie d'entreprise. Je vous ai dit qu'il fallait pas prendre peur parce que c'était à la portée des PME qui sont de taille modeste. Oui, mais ça nécessite quand même qu'on soit organisé. La première question que vous devez vous poser, en dehors bien entendu de ce qu'on a vu sur les objectifs, sur en gros le parcours client, tout ce qu'on a vu, c'est déjà qui va s'en occuper chez moi. Parce que vous devez, et là Norman, je te laisserai compléter peut-être par des retours d'expérience, mais vous devez avoir quand même quelqu'un qui est en charge de ce projet-là et qui est dédié à ce projet-là. Ça prend du temps. Personne n'est responsable de ça, rien avant ça. Exactement. Alors c'est vrai qu'au départ, ça peut faire peur parce que vous allez dire c'est beaucoup de temps. Alors non seulement ça me coûte de l'argent, plus ou moins, mais en plus ça me demande du temps. Peut-être que je vais devoir embaucher quelqu'un. J'ai un peu envie de dire, oui, mais si vous voulez faire de la croissance à 2 chiffres sur un business plan que vous avez établi sur les 5 prochaines années, je suis désolé de vous dire ça, mais vous n'allez pas pouvoir être à 15 ou 20% de progression chaque année de votre chiffre d'affaires sans embaucher des gens. Et je peux vous l'assurer, le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. Parce que vous allez avoir tout votre process management, tous vos réflexes qui vont se faire dès le départ. Et vous n'aurez pas à le faire après. Et je vous dis ça et j'insiste là-dessus parce que l'accompagnement au changement, quand tout est déjà en place, que vous avez la tête dans le guidon, ça sera beaucoup plus compliqué de le faire plus tard. Donc un point qui est extrêmement important. Bien entendu, il y a Norman qui a posé des petites questions qui allaient dans ce sens-là. Est-ce que vos équipes commerciales aujourd'hui sont correctement, on va dire, formés ou en tout cas savent appréhender le gain CRM, déjà première étape CRM et ensuite le gain CRM avec marketing automation. C'est important parce que des équipes commerciales qui ne voient pas les informations importantes qu'un outil de marketing automation va descendre dans le CRM et ainsi de suite, ne comprendra pas la valeur ajoutée et le résultat restera très isolé. Donc, je reviens sur les notions qu'on a vues tout à l'heure. Alignement, ça passe aussi par énormément de communication. Et vous allez devoir répéter. Je répète régulièrement aux équipes commerciales des choses qu'on a déjà dit il y a quelques mois, quelques années. Mais c'est normal. Ils ne baignent pas dedans et il faut systématiquement répéter, rabâcher. On a des nouveaux entrants aussi qui arrivent et il faut leur expliquer. Profitons-en systématiquement pour rappeler comment on fonctionne ensemble. Et le pourquoi, parce que on l'a vu dans la fidélisation notamment.
ça va être un élément clé de campagne performante. Et pour l'acquisition, le meilleur moyen d'être juste et de pas envoyer les mauvais messages au mauvais moment, c'est que le CRM à nouveau soit bien renseigné, bien qualifié, etc. Un CRM bien qualifié, ça fait la suite. La base de données, votre base de données, vous devez faire un audit et vous assurer justement qu'elle soit bien préparée. Plus elle sera, entre guillemets, propre, donc avec des bonnes informations et des informations qui sont fraîches, j'insiste sur la fraîcheur de vos informations, de votre base de données, mieux ce sera. Parce que si vous avez un prospect ou un client dont vous n'avez pas le prénom et que dans vos emails, vous avez prévu d'être plutôt, on va dire, dans de la proximité et d'appeler les gens par leur prénom, ben oui, vous allez pouvoir contourner, mais c'est quand même toujours embêtant de pas avoir un salut Silver quand vous avez envie de créer cette proximité-là. Donc ça, c'est toujours très important. Du coup, ça rejoint effectivement le troisième point qui était mentionné, c'est cette base de données, dans quel état elle est aujourd'hui. Est-ce que ça nécessite peut-être un peu de travail en amont pour se remettre d'équerre, d'une certaine manière? Exactement. Le cycle de vente clairement illustré, oui, très important, parce qu'à chaque étape de votre cycle de vente, vous allez pouvoir avoir des informations spécifiques à apporter et aussi des actions spécifiques à engager. Norman l'a très justement illustré là sur ce qu'on a pu voir, que ce soit sur de l'acquisition, de la fidélisation. Si on a justement un cycle qui est bien identifié, qu'on fasse qu'on aille chercher des nouveaux clients, qu'on fasse de l'upselling, etc., ça sera d'autant plus simple pour les équipes commerciales et marketing de pouvoir s'y greffer. Et bien entendu, le dernier point, les outils que vous avez en place aujourd'hui peuvent-ils s'intégrer à un projet de marketing automation? Quand vous avez le projet, si tout est ouvert pour vous, effectivement, il y a quand même la petite question de est-ce que tout se connecte bien? Bon, c'est à ce moment-là où je vous fais un petit coup de promo, par exemple, où on travaille avec Webmecanic pour que nous, notre outil, notre ERP qui a sa brique CRM qui s'appelle CJ XRP Flex, justement, il communique parfaitement avec Webmecanic parce que comme ça, justement, on fait en sorte qu'à un moment donné, les outils ils sont ouverts, ils communiquent ensemble et globalement, pour vous, vous avez les bonnes données qui transitent d'un outil à l'autre de manière complètement transparente. Eh bien, merci. Du coup, on enchaîne directement sur les questions-réponses. Donc, vous avez l'onglet questions en bas à droite pour poser vos questions. Il y a la première question qui arrive, on avance. Donc, est-ce que Cegid vend une solution de marketing automation? Qui a répondu partiellement. Je ne sais pas si vous vendez une solution de marketing automation, parce qu'on a parlé de ce partenariat entre Cegid XRP Flex et Webmecanic Automation. Je ne sais pas si dans votre galaxie de logiciels, vous avez un logiciel marketing pour cela. Non. C'est ce que j'expliquais, effectivement, comme tu le disais, j'ai pas été suffisamment précis en tout début, mais on est là, nous, on crée des solutions de gestion majoritairement pour les fonctions RH, finance, pour les experts comptables, le retail, etc. Dans le cas d'outils de marketing automation, c'est ce que j'expliquais, c'est des marchés de niche qui demandent des compétences vraiment très spécifiques. On préfère s'entourer et travailler avec des experts du sujet comme Webmecanic sur la dimension marketing automation. On a un outil, nous, avec CJ XRP Flex, qui est complètement ouvert, qui est nativement développé dans le SaaS, qui a des API qui permettent justement des connexions hyper faciles. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Donc, on ne vend pas de outils de marketing automation, tout simplement parce qu'il y a des gens qui en font des bien meilleurs que nous. Webmecanic et l'illustration. Et je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples sur plein de périmètres fonctionnels qui sont très spécifiques et sur lesquels on préfère s'entourer des meilleurs du marché. Ouais, c'est ça. Vous avez une galaxie de partenaires technologiques. Quand c'est des sujets qui sont pas votre cœur de métier, vous préférez travailler avec des gens qui savent bien le faire plutôt que... Exactement, tout à fait. Qui doit être impliqué dans le projet CRM Marketing Automation? Je pense qu'on y a pas mal répondu à cette question-là. Marketing, donc c'est un projet d'entreprise au sens global parce que ça implique une conduite au changement. On en a aussi parlé tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, cet objectif et ses process, ses cibles, ça se définit entre équipe marketing et équipe commerciale. Donc, direction commerciale, direction marketing, pour moi, c'est ça la réponse. Absolument. Et si vous avez aussi une dimension DSI en fonction de la taille de votre structure ou un prestataire qui vous accompagne, généralement, c'est bien aussi de les inclure parce qu'il y a parfois une notion de gestion de la data globale dans l'entreprise qui peut aussi rentrer en ligne de compte. Du coup, je prends pas dans l'ordre les questions, mais parce que ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Est-ce que vous proposez un accompagnement pour les équipes commerciales et marketing pour la mise en place de la synchronisation? Et ce sujet, il est intéressant parce que souvent, dans un projet de CRM, vous avez un intégrateur qui est là. Et donc, l'intégrateur, il faut l'intégrer dans ce process-là parce qu'il va vous aider à mettre en place les passerelles, etc. Pour la partie marketing automation, soit vous avez une équipe qui est suffisamment staffée pour être autonome et de toute façon, vous serez formé. En tout cas, si vous travaillez avec Webmecanic, vous êtes formé.
Mais vous avez peut-être aussi une agence web avec laquelle vous travaillez, une agence marketing qui va pouvoir, qui connaît un peu ces mécaniques, ces métiers, qui va peut-être produire votre contenu d'ailleurs. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de les intégrer aussi dans ce process-là pour qu'ils intègrent l'outil et les capacités de l'outil, parce que souvent, ça vous permet de faire beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui, dans leur définition stratégique multicanal. Autre question, combien coûte une solution de marketing automation? Ça dépend de qui vous êtes. Non, mais ça dépend de la taille. En gros, le marché du marketing automation, il se facture en fonction du nombre de contacts que vous avez dans votre base de données. La tranche classique dans laquelle rentre un gros morceau des entreprises françaises, c'est la tranche 0-10 000 contacts. Par exemple, Webmécanique est positionné à 400 € par mois. Après, voilà, on a des clients qui ont 2 millions de contacts, d'autres qui ont 500 000. Donc, ça sera progressif en fonction du volume de contacts que vous avez dans votre base de données. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. J'avance. S'il y a d'autres questions, vous pouvez encore le faire. J'ai une petite notification, c'est le cas. Donc, comment je la verrai avant de clôturer. Pour conclure ce webinaire, déjà, merci à tous et merci d'avoir été attentifs. Attention, on regardera les taux d'attention des participants. Vous pouvez télécharger une ressource. Normalement, il y a un lien qui va vous être posté dans le chat, si je dis pas de bêtises. Une ressource qui explique ce que fait justement cette synchronisation entre Webmécanique Automation et CJ d'XRP Flex, Marketing Automation et CRM. Qu'est-ce qu'on échange comme données, qu'est-ce que ça permet de faire, etc. Donc, vous pouvez la télécharger. Ça fait un petit livre blanc. Vous serez noteré par la suite. Si vous cliquez partout, vous serez appelé par un commercial. Ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est rodé. Et ensuite, j'imagine, Silver, si on a des questions, on est disponible. On peut t'envoyer à toi. Peut-être que tu t'occuperas probablement pas de tout, mais moi, tu pourras mettre les bonnes personnes en relation. Pareil. Et je rentrerai les informations dans le CRM, comme quoi c'est suite à ce webinaire avec Webmécanique, parce que ça sera un point qui sera extrêmement important, justement, pour voir la pertinence de ce genre d'action. On baigne dedans, vous le comprenez avec Norman, mais on se tient effectivement à votre disposition. Si vous avez des questions autour de tout ce qu'on a abordé sur ce webinaire, bien évidemment, je suis à votre disposition plutôt sur la dimension ERP, CRM et Norman plutôt sur la partie marketing automation. Si vous avez d'autres questions aussi sur des solutions autour de toute la direction financière, comme je l'ai évoqué en introduction, n'hésitez pas aussi à me solliciter par rapport à ça, que ce soit sur mon mail que vous avez ici, sur LinkedIn. Je vous mettrai en relation avec les différentes personnes qui pourront répondre à vos questions. Parfait. Merci beaucoup. Encore une fois, un replay sera disponible. Vous aurez un petit email pour ça. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça intéresse d'autres personnes dans l'entreprise. Ça peut être lu et relu. Et j'espère à très bientôt à certains d'entre vous pour travailler sur ces sujets CRM et marketing automation. Merci Silver. Merci Norman. Merci à vous tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.